Bonjour à tous. Dans cette vidéo-ci, on va aborder, en fait, on va faire un bref récapitulatif de ce que c'était la loi normale et les calculs à faire pour en lien avec cette loi-là. On va aussi finir ce chapitre-là, ce chapitre 4, du moins espérons-le. Donc, il ne nous restait qu'un seul point à voir et c'était l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Donc, c'est ce qu'on va voir là, à la toute fin de cette vidéo-ci. En fait, je l'espère. Donc, plusieurs fonctions de probabilité. En fait, on a défini ce que c'était qu'une fonction de probabilité et on a vu certaines lois de probabilité. Donc, une fonction de probabilité, c'est une fonction qui associe à chaque x du domaine, toutes les modalités possibles pour votre variable statistique ou votre variable aléatoire, la probabilité que celle-ci apparaisse dans votre contexte donné. On a vu la loi de Poisson, on avait des critères à respecter pour dire qu'une variable suivait cette loi-là. On en a vu qu'une seule loi de probabilité pour les variables qui sont de nature quantitative continue, par exemple la taille, le QI, le poids, le temps, ce genre de choses-là. OK, on a vu la loi normale. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper dans un énoncé. Si votre variable aléatoire est quantitative continue, ça ne pourra pas être d'autre chose qu'une loi normale. OK, je vais faire un bref récapitulatif parce que pour devoir 2, vous allez avoir besoin de des critères de normalité. OK? Donc, il faut se rappeler qu'une loi normale, si on fait la distribution, le graphe de cette fonction-là, ça va nous donner une belle courbe en forme de cloche symétrique par rapport à sa moyenne. Sa moyenne qui est aussi équivalente à sa médiane et au mode. Donc, j'ai nommé les deux critères là pas mal en même temps. Et le troisième critère, c'est les proportions suivantes sont respectées, c'est-à-dire que à une distance de 1 écart type de la moyenne, on retrouve environ 68% de la population, et à une distance de 3 écarts types de la moyenne, on retrouve environ 99,7% de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait le graphe de notre distribution, comme ça, si ça représente une variable aléatoire qui suit une loi de probabilité normale, bien vous allez avoir la moyenne ici. Si on se rend un écart type à gauche, un écart type à droite, ça ici sur l'axe des x, ça serait mu plus un écart type, et ça ici, sur l'axe des x, ça serait mu moins un écart type. Si on regarde la proportion des unités statistiques qui se retrouvent dans cet intervalle-là, on aura environ 68,3% de cette population-là. Donc, il faut que votre variable aléatoire suive ces trois critères-là pour pouvoir dire qu'elle suit une loi normale. Okay? Bien entendu que ces proportions-là, c'est des à peu près. Si c'est 68,5%, ben c'est correct. Vous allez pouvoir dire que ça suit une loi normale. Okay? Même chose, si la moyenne, c'est par exemple 175, la médiane, c'est 175,2, puis que le mode, c'est 174,9, ben c'est suffisamment près pour dire que ça suit une loi normale. Okay? Il faut utiliser notre gros bon sens à ce moment-là pour déterminer. On avait vu comment calculer une probabilité en lien avec ça. Pour une loi, une fonction de probabilité continue, on n'utilise pas la probabilité que x égale une valeur. On va plutôt dire que x se situe entre deux valeurs. Okay? Donc, on va regarder la probabilité de se situer dans un intervalle plutôt que d'aller regarder la probabilité de se situer en un certain point. Okay? Donc, c'est ce qu'on a fait avec la table de la loi normale centrée réduite. Donc, la table de loi normale centrée réduite, ce qu'elle nous donnait, c'est qu'on pouvait dire que si notre loi normale était de paramètres de moyenne 0 et d'écart type ou de variance 1, c'est la même chose lorsque c'est 1, puisque 1 au carré, ça donne 1, et bien on avait cette table-ci qui pouvait nous aider grandement. Hein, regardez la cloche qui est ici, vous avez une cloche de loi normale, centrée en 0, d'écart type 1, et on avait que pour un certain z donné, un petit z sur cet axe des z là, okay, si on est capable de déterminer le z, on est capable de déterminer la probabilité que votre variable aléatoire soit supérieure à cette cote z là. Supposons que la cote z qu'on a ici, c'est peut-être 0,23 par exemple, bien la probabilité que votre variable aléatoire ait une valeur plus grande que 0,23, ben il faut aller regarder dans le tableau à 0,23. À ce moment-là, on va sur la ligne 0,2 et sur la colonne 0,03. Je sais pas si vous entendez mon fils crier.
0,03 ici. Donc la probabilité serait de 37,07% à ce moment-là. OK? Bien entendu que vous allez avoir juste des codes Z positifs dans votre tableau qui est ici, mais on peut utiliser la stratégie d'utiliser la symétrie de cette cloche-là pour extrapoler et de trouver les probabilités qu'on cherche. Donc, si on cherche un certain intervalle, si on cherche plus petit que, etc., ce genre de trucs-là, on avait vu qu'il y avait des trucs pour revenir à nos fins, pour trouver les probabilités qu'on cherche, en fait. Ça serait le fun si chacune des lois normales qu'on utilise dans des contextes a une moyenne de 0 et un écart type de 1. À ce moment-là, on n'aurait pas besoin de se casser la tête. On utiliserait toujours cette table-là et ça fonctionnerait toujours. Hein? Mais pour le numéro 2, je me souviens pas si on l'avait fini, donc je vais le refaire au cas où. Là. Vous l'aurez 2 fois à ce moment-là, c'est pas plus grave que ça. Regardez ici ce qu'on a là. On a un homme qui s'appelle Louis qui prend le traversier Québec-Lévis pour se rendre au travail. Il sait qu'en moyenne, le trajet entre chez lui et le quai d'embarquement prend 16 minutes. J'aurais dû mettre un S à minute, parenthèse, et un écart type de 3 minutes. La distribution de la durée de son trajet suit un modèle normal. Donc on sait que la distribution de probabilité de notre variable aléatoire qu'on va se définir. Première étape lorsqu'on fait un tel numéro, hein, c'est de définir notre variable aléatoire. Donc ici, notre variable aléatoire, c'est la durée du trajet entre la maison de Louis et le quai d'embarquement. OK? En minutes. Ça, c'est une variable aléatoire qui suit une loi de probabilité normale. C'est écrit dans l'énoncé, on n'a pas besoin de se casser la tête. Ce sera toujours le cas pour les lois de probabilité normale, parce que je vous demanderai pas de vérifier les 3 critères à chaque fois, bien entendu. Je le fais une fois dans le devoir, je considère que c'est suffisant. Donc, on peut écrire, sans se tromper, que x suit une loi normale de paramètres. On entre la moyenne ici, 16 minutes, et on rentre ensuite la variance qui est 3 minutes. Puis comme on veut la variance, on la met au carré. Vous pouvez écrire 9 minutes, mais comme on n'utilisera pas la variance dans nos calculs, on va utiliser l'écart type. Je préfère écrire 3 au carré. Okay? Donc voilà. Ça, on est capable de déterminer ça. Maintenant, si le traversier quitte le quai à 8 heures et que Louis quitte la maison à 7h40, quels sont les risques qu'il manque le bateau de 8 heures? Donc nous, ce qu'on connaît, c'est que la distribution des trajets de Louis se distribue normalement. Comme ça. Donc la distribution des trajets de Louis, ça se distribue sous cette forme graphique-là. Okay? Avec une moyenne de 16. Bon, il y a un écart type de 3. Nous, ce qu'on veut, c'est regarder la probabilité que Louis soit en retard. Il quitte sa demeure à 7h40, le bateau quitte à 8h. Il sera donc en retard si ça lui prend plus de 20 minutes, si son trajet entre chez lui et le quai prend plus de 20 minutes à faire. Okay, donc on va aller voir sur cet axe-là, il y a un certain point qui représente 20 minutes. Et si ça lui prend 20 minutes, il va être en retard. Si ça lui prend plus de 20 minutes, il va être en retard aussi. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est à droite de 20. Donc tout ça va représenter, toute l'aire sous cette courbe-là va représenter la probabilité que Louis soit en retard. Donc ce qu'on cherche, c'est la probabilité que notre variable aléatoire x soit plus grande que 20. X représentant le trajet de Louis. OK? Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. On a vu que la table de loi normale marche pour des variables aléatoires normales de paramètres 0, 1. Ici, on a paramètres 16 et 3. Ça ne fonctionne pas. Il faut donc faire le changement de variable que je vous rappelle, qui est z égale x moins mu sur sigma. OK? Le x en question, c'est votre endroit qui vous intéresse sur votre acte des x. Votre mu, ben, c'est ce que vous avez entré comme paramètre dans votre loi normale de moyenne. Et votre écart type, ben, c'est l'écart type de votre loi normale. Donc, on a tout ici. On a x, on a mu, on a sigma. On est capable de trouver la code z associée à cette valeur de x-là. Et cette code z-là, c'est 2,33. Je vous laisse le calculer là au long, là. Comme ça. Okay? Donc, la probabilité que x soit supérieur à 20 est égale, je veux voir tout ça dans une démarche, est égale à la probabilité que z soit plus grande que la cote z associée à cette valeur de x-là, qui est 2,33. Et puis là, vous allez dans votre tableau de table de loi normale centrée réduite,
Et vous allez trouver que la probabilité d'être supérieure à 2.33, c'est 1,33, excusez-moi. Je me suis trompé avec le B qui s'en vient ensuite. Donc 1,33. Et puis l'autre ici aussi, c'est 1,33. Comme ça. Et puis la probabilité d'être supérieure à 1,33, c'est 9. Je vais écrire 9,2%, là c'est à peu près ça. 9,2%. Donc si j'interprète ce que je viens de trouver comme valeur de probabilité, c'est que les risques que Louis arrive en retard au bateau de 8 heures, c'est 9,2%. Beaucoup plus intéressant de se questionner à savoir à quelle heure je devrais quitter pour minimiser mes risques d'arriver en retard à 1%. On aurait pu dire même à 0,5%, on aurait pu rentrer la valeur qu'on veut. Les risques d'arriver en retard égale à 1%, je considère ça très bas. Hein, gardez ça en tête, ce numéro-là, parce que c'est vers là qu'on le cours s'en va. Là. Lorsqu'on va parler d'intervalle de confiance et lorsqu'on va parler de tests d'hypothèse et de prise de décision, c'est ce genre d'interprétation-là et de calcul va falloir être capable de faire. Okay? Donc ce numéro-là est très intéressant aussi. Là. On va se questionner à qu'est-ce qu'il faut trouver. Donc on va redessiner la distribution des trajets de Louis. Donc ça, c'est les trajets de Louis. C'est centré en 16 minutes ici. Nous, ce qu'on veut, on veut trouver, c'est quoi le plus grand trajet qui ferait en sorte que, dans le fond, c'est quoi le trajet qui fait en sorte que j'ai 99% de mes trajets qui sont de durée inférieure à ça. Puisque moi, je vais trouver le trajet qui fait en sorte que j'ai juste 1% de chance d'avoir un trajet plus long que ça. Parce que je veux minimiser mes chances d'arriver en retard à 1%. Donc, il y a un certain point sur l'axe des X ici qui fait en sorte que 99% de mes trajets sont plus courts que ça. OK? Et donc, j'ai donc 1% de chance que mon trajet soit plus long que ça aussi. OK? Donc, ici, je cherche le point sur l'axe des X qui fait en sorte que la probabilité d'avoir un X supérieur à ça soit égale à 1%. Ici, OK? Donc, ici probabilité, on cherche un X. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est plutôt un Z. Donc, nous, on va aller chercher la probabilité que Z soit plus grande à une certaine cote Z. On va aller chercher ce Z-là qui nous est inconnu. Mais on sait que la probabilité d'être supérieure à cette cote Z-là, c'est 1%. On va donc dans notre table de loi normale. On cherche, je vous rappelle que ce que vous avez à l'intérieur du tableau, c'est une probabilité. C'est ce qu'on a dans notre énoncé. Donc, on cherche la probabilité la plus proche de 1%. Vous allez trouver là, quelque part ici, 0,99%. Donc, c'est la plus proche de 1%. C'est elle qu'on va utiliser. C'est 2,33. Donc, celle que j'avais donnée tantôt. Donc, ça veut dire que petit z égale donc 2,33. Je vous rappelle que z égale x moins mu sur sigma. C'est toujours vrai ici, là. C'est x moins mu 16 sur sigma 3. Parce que nous, ce qu'on cherche, notre inconnu ultimement ici, c'est x. OK? Donc x est notre inconnu, il suffit de l'isoler dans cette petite équation-là. On va donc trouver, je vous laisse la partie calculatoire, je vous laisse avec ça, et x va être égal à 23 minutes. Qu'est-ce que je viens de trouver? Je sais que 99% de mes trajets entre chez Louis et le quai d'embarquement sont plus courts que 23%. Donc, si je quitte 23 minutes avant que le bateau quitte le quai, les risques d'arriver en retard seront seulement de 1%, puisque seulement 1% de mes trajets qui sont plus longs que 23 minutes. Okay? Donc, la question c'était à quelle heure Louis devrait quitter? Ben, il devrait quitter à 8 heures, moins 23 minutes. 23 minutes. Donc, il devrait quitter à 7h37. S'il quitte à 7h37, il y a 99% de chances que son trajet prenne moins de 23 minutes pour se rendre. Il y aura donc un seul %, 1% de chance d'arriver en retard à ce moment-là. Okay? Donc, à partir de là, les exercices 4.2 sont à votre portée. Ils étaient déjà à votre portée, mais ils sont encore plus. Je vais devoir faire une autre vidéo puisqu'il me reste que 10 secondes pour aborder ce thème-là. Je vais le faire plus tard. Donc, faites vos exercices s'il vous plaît. OK? Vous devez être autonome.